Lorsque mademoiselle voit le portrait du marié, elle s'évanouit. Marie-Louise sanglote pendant une semaine, mais il n'y a rien à faire. Le grand monsieur Philippe d'Orléans, frère du roi de France Louis XIV, rêvait de faire de sa fille une reine, et n'allait pas laisser passer l'occasion. Quant au fait que le roi Charles II d'Espagne n'était pas beau, tous les Habsbourg n'étaient pas réputés pour leur beauté. Quant à sa mauvaise santé, il n'y a rien à faire. Il arrive que même, les jeunes hommes forts meurent à l'aube de la santé, et Charles est toujours roi, bien qu'il souffre de crises nerveuses. Mais Marie-Louise sera reine. N'est-ce pas le meilleur parti pour la nièce du monarque français? Et une grande chance pour la couronne française de gagner de nouvelles voies d'influence en Europe. Louis XIV est resté sourd aux supplications de sa nièce de ne pas la marier à un jeune homme laid et malade, répondant qu'il ne pouvait rien faire de plus pour sa propre fille. « Mais vous pourriez faire plus pour votre nièce », réplique mademoiselle, bouleversée. Le mariage à venir s'avère être un véritable défi pour toutes les personnes impliquées, en particulier pour le maître de cérémonie, car l'union du roi d'Espagne et d'une princesse française soulevait de nombreuses questions de protocole. Le moment où mademoiselle devient reine d'Espagne et l'ordre dans lequel les dames entrent dans la salle en dépendent. Quelle doit être la longueur de son panache, combien de lys seront brodés sur son manteau, comment s'adresser à l'ambassadeur d'Espagne, qui représente le roi dans le processus de mariage par procuration. Toutes ces questions incroyablement importantes ont nécessité de sérieuses discussions. Le mariage est prévu pour le 30 août 1679. Philippe d'Orléans est très affligé par la séparation imminente d'avec sa fille, mais il est réconforté par le fait que Marie-Louise deviendra reine. Il exige que ce mariage soit le plus somptueux que la cour ait jamais vu. Mademoiselle a besoin d'une robe de mariée. Elle n'est pas seulement la petite fille de France, mais elle devient reine. Sa robe ne doit pas seulement être une robe de mariée, mais aussi une robe de couronnement, car le couronnement a lieu immédiatement après le mariage. En outre, après les fiançailles, mais avant le mariage, Marie-Louise doit également accepter le titre de fille de France. La robe était cousue de velours royal pourpre couvert de lys héraldique. Les manches et l'ourlet sont ornés de bandes de fourrure d'hermine. Le manteau est fait d'un tissu de la même couleur et doublé d'hermine. En tant que princesse du sang, Marie-Louise avait droit à 2 rangées de lys héraldique sur le manteau, mais en tant que fille de France, elle avait droit à 3 rangées. Une 4e rangée de lys fut ajoutée, car le manteau devait également servir de manteau de couronnement, mais Louis XIV ne fut pas satisfait de cette décision. Le panache a également soulevé un certain nombre de questions. 9 halles pour la reine, 7 pour les filles de France et 5 pour les princesses de sang. Les filles illégitimes de Louis XIV portaient un panache de 4 halles. La confusion était totale, car Marie-Louise était à la fois princesse du sang et fille de France et devenait reine. Finalement, son panache devient long de 7 aunes, mais le roi n'en est pas satisfait non plus. La tête de mademoiselle est ornée d'une petite couronne de style espagnol. Il était initialement prévu qu'elle soit placée sur la tête de Marie-Louise lors du couronnement, mais après le mariage. Finalement, ce projet fut abandonné, car il aurait été impossible de fixer la couronne sur la chevelure luxuriante de mademoiselle pendant la cérémonie. Dès le début de la cérémonie, elle apparaît donc avec une couronne sur la tête. La controverse se poursuit. Combien de personnes doivent porter le panache de mademoiselle? Les femmes de la famille royale ont le privilège de porter le panache, mais les demoiselles d'honneur individuelles sont réservées à la reine. Monsieur fait appel au roi pour qu'une noble dame porte le panache de sa fille, la future reine. Les archives sont consultées à la recherche d'un précédent. Finalement, le panache de Marie-Louise est porté par l'épouse du maréchal du Plessis-Praslin. Marie-Louise se retrouve ainsi au même rang que la reine Marie-Thérèse, mais l'épouse de Louis XIV n'apprécie guère ce revirement. Oh, les subtilités! Après des préparatifs longs et mouvementés, tout se passe bien, et la fille de Philippe d'Orléans devient reine d'Espagne. Contrairement à ses craintes, la rencontre avec son fiancé est un grand succès. Charles II tombe tendrement amoureux de sa femme, et est profondément malheureux lorsque Marie-Louise meurt 10 ans plus tard, sans avoir donné d'héritier au roi. Merci d'avoir regardé ce film.